Bien, donc on va démarrer donc le webinaire, hein. Donc ce webinaire est enregistré. L'objectif, c'est de vous présenter donc les évolutions réglementaires de préparation de campagne de l'ORD 2023, PRD 2024 et CA 2023. Donc pour ce faire, je suis accompagné donc de Samira Alik, hein, responsable réglementaire au sein de l'IRIPS. Et donc, je vais animer une partie également de la présentation. N'hésitez pas dans la conversation à réagir, hein, ou à faire des commentaires s'il y a besoin. Voilà, donc l'objectif, c'est on va avoir une première séquence de présentation, donc du contexte réglementaire, hein, qu'est-ce qui s'est passé au niveau réglementation cette année et qu'est-ce qui va nous impacter pour cette campagne à venir. Les principales évolutions du coup qu'on a pris en compte dans Gestionnaire, et puis après on parlera donc du calendrier de mise en œuvre de ces modifications, et puis donc de la démarche, on vous présentera donc la démarche de site pilote pour les sites qui souhaiteraient participer en pilote, mais j'expliquerai un petit peu plus longuement tout à l'heure à quoi ça correspond. Donc au niveau des textes, donc il y a eu la modification donc, du plan comptable qui est intervenue donc, comme chaque année au mois de décembre. Pour le coup, cette année, il n'y a pas de changement, hein, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ou des changements à la marge, hein, des petites corrections typographiques, et puis l'ajout des comptes de bénévoles, et qui aujourd'hui n'ont pas d'impact sur le réglementaire. Il y a eu également donc, une notice d'information et concernant donc, la comptabilité analytique des EHPAD, hein, qui concerne principalement donc, les EHPAD lucratifs ou non habilités à l'aide sociale, et donc qui doivent présenter donc, un certain nombre d'éléments par section tarifaire, on y reviendra tout à l'heure. Il y a eu en début d'année donc des modifications de réglementation sur les services de soins infirmiers à domicile et les services d'aide à la personne, hein, avec donc la création donc, des services d'autonomie à domicile. Et du coup, on verra un impact sur les cas normalisés. Au niveau des EHPAD non habilités, donc il y a la suppression de l'ERRD simplifié, ce qui veut dire que pour tous les EHPAD, cette année, pour le ERRD, ça sera un ERRD complet qui sera à produire. Hein, et pour les autres établissements, il n'y a pas de changement, on reste bien entendu en dispositif ERRD. Bon, le PRD également est déjà en EPRD complet, mais c'était déjà le cas l'année précédente. Dans les textes importants, donc c'est un texte qui date d'avril 2022, hein, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais ça va nous impacter particulièrement cette année, puisque l'an dernier, la présentation donc, du bilan comptable était entre guillemets facultative, alors que cette année, le bilan comptable par finesse devient obligatoire pour tous les établissements, hein, donc avec un modèle spécifique pour les privés commerciaux et un modèle spécifique pour les privés non lucratifs, hein, qui est, je pense, qui concerne la majorité des personnes présentes aujourd'hui. Donc au niveau du bilan, hein, donc ce sont des éléments qu'on a déjà évoqués, hein, que vous avez peut-être en tête, mais c'est important de le rappeler. On a un bilan qui doit être produit par finesse, hein, dans la nouvelle annexe. Donc ça, ça a plusieurs impacts. Le premier, c'est qu'au niveau de gestionnaire, il faut s'assurer que toutes les sections budgétaires aient bien un numéro finesse renseigné, y compris les sans finesse. Par exemple, dans les ESAT, il est possible que vous ayez mis le sans finesse sans noter le finesse de rattachement. Pour produire le bilan, il faut s'assurer qu'il est bien rempli. Voilà, donc pour les sans finesse, on doit avoir donc le numéro finesse et le numéro sans finesse de renseigner. Le deuxième point, mais là qui est plutôt en amont dans la comptabilité, on s'aperçoit qu'il n'est pas toujours simple au niveau comptable de produire, d'isoler les données au niveau finesse. Parfois, les données sont plus regroupées. Voilà. Et donc, la préconisation, c'est vraiment d'avoir des dossiers comptables par finesse pour garantir l'équilibre bilanciel. L'analytique, en général, ne suffit pas pour cette partie-là.
Dans ces bilans, on a également donc la notion de résultat sous gestion contrôlée. Donc ça a un impact au niveau de gestionnaire où il faudra du coup dans chaque section budgétaire, au niveau des sections, indiquer si la structure, hein, si la section budgétaire est sous gestion contrôlée ou pas. Si je prends le cas d'un ESAT, là, en général, le budget social est sous gestion contrôlée, donc il faudra mettre oui. Le budget commercial n'est pas sous gestion contrôlée, donc il faut mettre non. Et à partir de là, le logiciel, même si le bilan est commun aux deux sections, ça permettra de faire la part entre le résultat qui doit apparaître sous gestion contrôlée et celui qui ne l'est pas. Pour les EHPAD, il faut également préciser si l'EHPAD est habilité à l'aide sociale ou pas, hein, puisque dans ces cas-là, il y a un impact sur la partie hébergement. Dans un cas, on va considérer que l'hébergement est sous gestion contrôlée, donc si on est en HAS, alors que dans l'autre cas, on va considérer que le résultat hébergement n'est pas pris en compte dans la gestion contrôlée. Voilà, donc ça c'est important pour les EHPAD de le préciser et il faut vraiment indiquer, c'est-à-dire que si c'est vide, ça redescendra pas les données dans le cadre. Donc, voilà, donc c'est une information dont on avait besoin quand on faisait les simplifiés. On n'avait plus besoin avec l'abandon des simplifiés, mais pour la gestion contrôlée, on a réactivé cette information-là et il est important de la vérifier. Le deuxième onglet dans les bilans, c'est le détail des comptes de liaison. Donc là, on a mis une copie d'écran, hein, la copie du bas, qui indique que voilà, pour chaque onglet, on aura un tableau sous cette forme-là, qui va détailler donc, les comptes de liaison, investissement, exploitation, trésorerie. Et puis, donc, pour chaque finesse, on va indiquer quelles sont les structures en miroir de ces comptes de liaison, hein. Quels sont les créanciers, qui est débiteur ou créditeur sur ces comptes de liaison. Donc, pour chaque finesse, on va dire combien le siège social nous doit ou on lui doit, combien, et puis pour chaque ESMS, et puis pour les autres activités. Donc, c'est un tableau dont le nombre de colonnes varie en fonction, bien entendu, des structures concernées en miroir. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra dans l'outil qu'on puisse dire, à partir d'un dossier, d'une section budgétaire, d'un bilan finesse, hein, ou d'une section, d'un dossier comptable, quelles sont les structures auxquelles on doit ou qui nous doivent entre guillemets, de l'argent. Dans ces cas-là, on va s'appuyer, on a rencontré deux grands cas de figure hein, quand on a préparé les évolutions. Donc, on a beaucoup de structures où les comptes de liaison sont détaillés au niveau de la balance générale, hein. Donc, on va avoir un 181 siège, un 181 ESMS 1, etc. Dans ces cas-là, la balance générale me permet d'avoir l'information pour produire ce tableau. Sauf qu'il faudra dire quel est le compte de liaison qui correspond au siège, quel est le compte de liaison qui correspond à telle ou telle finesse, etc. Et donc, on va avoir une nouvelle table de transco, qu'on appelle équivalence compte de liaison activité, qui permettra de dire pour chaque compte de liaison, quel est le code activité qui correspond. Schématiquement, on va avoir trois types de code activité. Un premier code qui va être la notion de siège. D'ailleurs, je retirerai parce qu'il n'y a pas besoin de mettre l'accent. Donc, la notion de siège pour la colonne siège social qui est figée dans le cadre. Ensuite, pour chaque finesse, on mettra tout simplement en code activité le numéro de finesse en miroir, puisque le financeur, lui, ce qui l'intéresse, c'est le finesse. Et puis, pour les autres activités, on va mettre un libellé autre activité directement. Sachant que si vous souhaitiez éventuellement, alors aujourd'hui on n'a pas identifié de cas d'usage, mais si vous souhaitiez distinguer différentes activités, vous pourriez éventuellement mettre différents codes pour autres activités et le logiciel fera une colonne par code activité différencié. Voilà, donc ça c'est dans le cas le plus fréquent. Donc la balance générale suffit, on remplit la table de transco, et puis au moment de la génération du cadre, il fera le lien entre les comptes de liaison et les colonnes à remplir dans le cadre.
On a également des cas où, en fait, les comptes de liaison vont être auxiliarisés. Donc, on va avoir, par exemple, un seul 185, et puis on va avoir des comptes auxiliaires. Dans ces cas-là, au niveau de la table de transco, ça va être la même mécanique. L'auxiliaire, comme dans la copie d'écran, va être rempli, alors que dans le premier cas, la colonne aurait été vide. Et donc, au niveau de la génération, la logique de remplissage va être la même. Par contre, aujourd'hui, dans le gestionnaire, on ne remonte pas les balances auxiliaires. Donc, ça nécessitera j'y reviendrai un petit peu plus loin, mais ça nécessitera d'avoir une interface pour remonter les données auxiliaires en complément de la balance générale. Donc, la deuxième modification au niveau des bilans de l'annexe 3, après là, elle concerne les privés commerciaux. Donc où on doit distinguer pour les fonds publics. Au niveau, donc, ce sont des informations bilancielles qu'on doit distinguer entre le soin, l'hébergement et la dépendance. Donc là, nous, pour le renseigner, on va s'appuyer sur, bien entendu, sur l'analytique qui est dans la comptabilité, sachant qu'il y a également pour ces structures-là l'obligation de faire certifier les ventilations analytiques par leur commissaire aux comptes. Voilà, je vais donner la parole à Samira. Merci. Pour les autres nouvelles, les autres évolutions réglementaires, il y a eu 2 nouvelles annexes tarifaires et financières pour les services autonomie à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile. Donc, on a un modèle pour le RRT et un modèle pour le PRT. Nous avons la même présentation des comptes que l'annexe tarifaire femmes et SAMSA. Et dans cette annexe-là, nous allons trouver une feuille pour salle d'espacette, pour le RRT, pour le PRT. Il y a la distinction de soins et aide et accompagnement à domicile. Il y a aussi l'utilisation de l'analytique comme gestionnaire et il n'est pas prévu d'activité sans finance. Pour la partie compte administratif, il y a la mise à jour des cadres CA, un cadre unique pour les comptes administratifs ARS et la suppression du CAPA. Donc, il y a le CRCA-PHCS qui a été renommé en CA. Voilà. Il y a aussi la mise à jour de la section d'investissement, quelques comptes précisés qui ont été ajoutés ou modifiés. Il y a aussi la mise à niveau des fonds dédiés dans les groupes fonctionnels, la suppression des anglais séraphines dans le PH dans le 4. Et pour la partie TLCA, il n'y a pas eu de nouveauté pour l'instant, il n'est pas actualisé. Et puis en plus des évolutions réglementaires, il y a eu des évolutions dans le gestionnaire. En plus de l'intégration de ces évolutions réglementaires, il y a eu quelques améliorations. On commence par la partie masse salariale. Le TER et TPER, il y a eu la prise en compte du personnel extérieur à partir des fiches carrières. Si le compte commence par 62, il y a eu la modification des référentiels de fonctions et catégories. Il y a eu l'ajout du Ségur, du détail du Ségur dans la fiche carrière. Au niveau des champs complémentaires, il y a eu l'ajout du détail par rapport au Ségur 1, Ségur 2, grand âge. Voilà, et tous les détails du Ségur. Il y a une évolution au niveau du calcul des salaires et des charges sociales en multi-établissement. Avant, en fait, on lançait au niveau par rapport à un seul établissement, mais là, on a la possibilité de prendre plusieurs établissements. Il y a eu l'amélioration de la prise en compte des paramétrages spécifiques dans le calcul des rubriques de charges patronales et aussi la possibilité de mensualisation des salariés dans la même compagnie. Voilà, donc au niveau des évolutions, donc on a ajouté une nouvelle notion également donc, dans le gestionnaire qui sont on a appelé ça des étiquettes budgétaires. Une étiquette budgétaire, c'est une information qui va pouvoir compléter une écriture budgétaire. Et c'est notamment dans des étiquettes budgétaires où on va pouvoir donner
la liste des comptes auxiliaires associés à une écriture budgétaire. Voilà, donc c'est une entité, c'est une structure qui va nous permettre donc de remonter des comptes auxiliaires. Donc pour l'instant, ça va être utilisé pour ça. Dans l'avenir, ça pourrait être utilisé pour d'autres types de détails d'informations au niveau de ce qu'on visualise dans l'outil. Voilà. Et donc, on a créé une nouvelle interface qui va permettre donc de remonter pour chaque compte généraux d'un budget le détail, par exemple, des comptes auxiliaires pour les comptes de liaison. On a également ajouté avec des comptes de liaison un export des comptes de liaison qui va permettre de faire le contrôle de cohérence entre les comptes de liaison et leur miroir. C'est-à-dire que si j'ai un établissement, si sur une section 1, je dois un certain montant au siège, au niveau du siège, je devrais avoir trouvé la dette du même montant vis-à-vis de l'établissement 1. Donc on va faire un contrôle de cohérence de l'ensemble des comptes de liaison et on aura le détail voilà. Alors, donc ce niveau de contrôle, on l'a fait par activité, donc par finesse, donc ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la présentation du bilan. On le fait au niveau des finesses et des codes activités qu'on aura mis dans la table de transco des comptes de liaison. On le fait à ce niveau-là parce que sinon, ça n'a pas de sens de le faire. Par exemple, pour un ESAT, de distinguer entre social et commercial, ça n'a pas forcément de sens. Voilà, donc on l'a fait au niveau du finesse, au niveau de l'activité. Après, il y a d'autres évolutions. L'export des salariés, l'export des salariés analytiques, l'export de mensualisation des salariés et celui des salariés analytiques. Pareil pour l'export des charges sociales analytiques. Nous avons également ajouté de nouveaux exports Excel, comme l'export des natures budgétaires, l'export des natures budgétaires analytiques et l'export des comptes de liaison qu'on a cité tout à l'heure. Il y a eu également la mise à jour de la grille suivi avancement. On avait ajouté la possibilité, en fait, le contrôle d'équilibre de compte dans les analytiques. Et puis, nous avons ajouté un tableau de la CAF prévisionnelle pour les SAT dans le dossier compte administratif. Voilà, donc pour la présentation donc des nouvelles évolutions, donc vous voyez qu'il y a pas mal de changements. Les principaux au niveau réglementaire, donc c'est sur la partie bilancielle et compte de liaison. Et après, on a pas mal enrichi les possibilités, notamment d'extraire les données, voilà, pour faciliter les analyses et les contrôles. Quand on parle, par exemple, des contrôles analytiques sur les EHPAD, ça permet de s'assurer qu'il n'y ait pas eu de loupés dans les saisies. Au niveau du calendrier de campagne de 2024, donc la préparation, si on part à partir du mois d'octobre, on avait fait déjà un premier webinaire sur la présentation des évolutions réglementaires. Et puis, dès novembre, on a entamé un travail donc, de contact avec un certain nombre d'entre vous pour préparer notamment la problématique donc, de la production des bilans par finesse et surtout le fait de pouvoir industrialiser le remplissage des comptes de liaison, puisque certains d'entre vous ont la nécessité de mettre en place une interface, et en termes de délai, ça se fait forcément de manière un petit peu moins rapide que d'autres types de traitements. En décembre, donc, on a reçu des cadres provisoires et on a eu une réunion d'éditeurs avec la CNSA. Il y a eu également donc l'apparition des nouveaux plans comptables, ce qui nous a permis donc d'entamer de finaliser la préparation de l'outil. En janvier, en interne, on est surtout sur des phases de recettes d'outils. On est sur les derniers cycles de recettes du logiciel. On a communiqué également donc, auprès de l'ensemble des clients sur les principales évolutions et sur l'organisation des webinaires. Et à partir de février, on va pouvoir diffuser à des sites pilotes une première mise à jour pour valider éventuellement certains paramétrages, pour pouvoir préparer éventuellement des données par rapport
au référentiel cible de manière un petit peu anticipée. Et puis, en février, donc pour l'instant, on travaille sur des cadres provisoires. On ne peut pas déposer sur les plateformes qui ne sont pas les cadres définitifs. Donc les cadres définitifs, on devrait les recevoir normalement courant février. On espère également avec l'ouverture de la plateforme de test CNSA, c'est-à-dire que quand on reçoit les cadres définitifs, avant de vous les communiquer, on les teste bien entendu en dépôt une fois générés par l'outil, on les teste en dépôt sur la plateforme de la CNSA. Donc si le calendrier est respecté, on fera une mise à jour, la mise à jour officielle début mars pour une production, donc pour vous, de vos CA ERRD pour le 30 avril, ça ne va pas changer. Et puis la production des EPRD au 30 juin. Voilà. On prévoit pour l'EPRD éventuellement une release s'il y avait besoin début mai. Voilà. Après, en cours de campagne, s'il y a des écarts, des anomalies, en général, on fait régulièrement donc des petites releases en fonction des actualités qui peuvent arriver ou des petites anomalies qu'on pourrait détecter. Donc les sites pilotes, donc on organise ça chaque année, hein, donc c'est basé sur le volontariat. Hein, il n'y a pas de question de taille, de structure, de représentativité, etc. Aujourd'hui, on est sur une logique d'ouvrir la démarche pilote à tous les clients qui le souhaitent. L'avantage des devs pilotes, c'est que ça permet d'accéder aux mises à jour dès le début février, hein, dès le 1er février. Donc avec les référentiels actualisés, d'avoir les derniers cadres, donc les derniers mécanismes de remplissage des comptes de liaison, de pouvoir anticiper le déploiement de l'interface, etc. Et donc de faire vos réglages, on va dire, de campagne le plus tôt possible. L'accès au site pilote s'accompagne chez nous d'un suivi régulier. Hein, ce sont des petits points courts mais réguliers qui permet de voir un petit peu l'avancement, d'avoir vos retours. Parce que pour nous, l'avantage des pilotes, il est double. Hein. Il est d'abord de permettre d'anticiper pour les sites qui le peuvent. Parce qu'on sait très bien que mars-avril, ça se densifie en termes de charge de travail. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça permet aussi d'avoir vos retours pour éventuellement, on a le temps encore en février de faire quelques corrections ou quelques ajustements avant une diffusion plus large de l'outil. Hein. Voilà, donc on a des points réguliers de suivi, un support dédié qui permet de traiter directement les sujets liés au mode pilote. Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir un engagement, de nous faire des retours d'expérience sur février. Hein, c'est la seule contrepartie qu'on demande. Il n'y a pas de coût, hein, il n'y a pas de coût supplémentaire. Voilà. Et pour être pilote, il suffit tout simplement d'en faire la demande par mail. Hein, donc soit Samira, soit moi-même, hein, soit au commerce. Hein, de toute façon, ça suivra. Voilà. Après, on pourrait limiter le nombre de sites si on considérait qu'on avait trop de demandes. Ou mutualiser certains rendez-vous pour avoir des retours partagés.